Voilà dans la quatrième et dernière séquence de ce chapitre consacré à la construction d'un voisinage, d'un mélange de références, ce voisinage ayant la forme d'un simplex de même orientation que le simplex initial. Alors on a d'abord exposé la position du problème, on a illustré différentes stratégies qui nécessitent de construire un simplex autour d'un mélange de références, et après avoir rappelé la notion de simplex de hauteur RL, et la fonction de transformation en pseudo-constituant, on vient de voir dans la séquence précédente la construction de simplex, soit les plus grands possibles, soit en tenant compte de contraintes inférieures, individuelles, explicites. Et donc dans cette quatrième séquence, avant d'atteindre la conclusion, on va s'intéresser au cas de contraintes bilatérales imposées. Alors, quelle est la position du problème? Vous disposez d'un mélange de références, par exemple 40%, 30%, 30%, comme vous voyez à l'écran, et puisqu'il faut définir un voisinage de manière à essayer de faire mieux que ce domaine de référence, les experts sont souvent enclins à définir le domaine à partir de contraintes bilatérales symétriques, par exemple en faisant plus ou moins 35% pour le constituant 1, plus ou moins 25% pour le constituant 2 et plus ou moins 20% pour le constituant 3. Ces valeurs peuvent paraître grandes dans la réalité, mais elles sont simplement là à titre pédagogique pour permettre de poser le problème, visualiser ce qui se passe, établir des formules mathématiques que vous appliquerez ensuite à vos exemples propres. Alors, effectivement, lorsqu'on représente ces contraintes symétriques par rapport au mélange de références, si je soustrais 35% à 40%, je peux atteindre ou descendre jusqu'à une proportion de 5% pour le constituant 1, et de l'autre côté, je peux atteindre une proportion de 40 plus 35 égale 75% pour ce même constituant. Et si j'applique ça sur chacun des axes, la géométrie du domaine qui résulte de l'application de ces contraintes est un polyèdre convexe. Polyèdre convexe que l'on peut explorer avec des méthodes traditionnelles. Nous avons vu la méthode de MacLean et Anderson. Lorsqu'on a peu de constituants en présence, 3, 4, 5, parfois 6 constituants. Nous avons vu des méthodes basées sur la construction de plans D-optimaux qui consistent à disposer dans le domaine des mélanges de façon à maximiser le déterminant de la matrice d'information. Mais si finalement on n'a pas accès à de logiciels permettant de construire ou d'appliquer des algorithmes de D-optimalité, on peut se dire, après tout, construisons pragmatiquement le plus grand simplex de même orientation que le simplex initial, qui peut être centré sur le mélange de références et rentrer intégralement à l'intérieur du polyèdre convexe, et c'est l'objet de cette dernière séquence. Alors, voilà, on a un mélange de références, et à partir de ce mélange de références, on va faire croître un simplex de même orientation que le simplex initial, jusqu'à temps que ce simplex touche une des contraintes. C'est ce que vous voyez ici avec la contrainte U3 égale 50%. À partir du moment où vous feriez croître plus ce simplex, le domaine deviendrait un polyèdre convexe. Et donc on va s'arrêter lorsque le simplex touche une des bornes définies par les contraintes associées à la définition du polyèdre convexe. Donc voilà quel est un peu l'esprit de ce que nous allons faire dans cette quatrième séquence. Alors, dans un système présentant Q constituant, la proportion du JM constituant pour le mélange de références est notée S indice J, si nous faisons croître un simplex de même orientation que le simplex initial par rapport à ce mélange de références, nous allons accepter une contrainte individuelle inférieure
implicite, LJ étoile, qui sera défini à partir de SJ moins, moins la valeur de delta. Et ce qu'on va chercher, c'est quelle valeur faut-il donner à delta de manière à ce que le domaine vert, sous forme de simplex, ne sorte pas du polyèdre convexe. Donc les contraintes implicites inférieures seraient alors données par la relation LJ étoile égale SJ moins delta. Vous pourriez, pour un simplex donné, comme celui à l'écran, calculer la mesure linéaire de ce simplex implicite, RL étoile. Bien, il s'agit de la somme des XJ moins la somme des LJ étoiles. La somme des LJ étoiles, on remplace LJ étoile par sa valeur indiquée au-dessus, SJ moins delta. On va développer cette somme. En développant cette somme, somme des SJ va s'annuler avec somme des XJ, et donc il va nous rester Q fois la valeur delta. Donc la mesure du simplex L, si l'on accepte une variation de delta par rapport à la proportion du constituant J, bien la hauteur du simplex, ça sera tout simplement Q fois delta. À partir du moment où on peut connaître cette valeur, on va pouvoir calculer les valeurs des contraintes supérieures implicites. La valeur de la contrainte supérieure implicite affectant la variation des proportions du constituant J, pour que le domaine reste un simplex, c'est la valeur de la contrainte individuelle inférieure implicite, LJ étoile, à laquelle on rajoute la hauteur de ce simplex, RL étoile. Donc par voie de conséquence, SJ moins delta, ça c'était la valeur de LJ étoile, plus Q fois delta. On peut réorganiser ça sous l'écriture SJ plus Q moins 1 delta. Et on constate que il va falloir s'arrêter quand la distance entre la contrainte supérieure explicite définie par les expérimentateurs et UJ étoile sera nulle. Donc on va chercher un écart à la contrainte individuelle supérieure explicite, UJ et la contrainte UJ étoile, cet écart, je le note, delta J sup, c'est l'écart supérieur. Et je vais m'arrêter quand finalement le plus petit de ces écarts sera nul. Donc je réécris delta J sup en remplaçant UJ par sa valeur. UJ c'est SJ plus delta J, ce que la proportion du Jm constituant au mélange de référence plus la variation autorisée par les experts. Et UJ étoile, nous en avons vu la définition au transparent précédent, et on voit tout de suite qu'il va y avoir des simplifications, en particulier SJ va pouvoir disparaître, et donc delta J sup est égal à delta J moins Q moins 1 que multiplie delta. Et ce que je vais faire maintenant, c'est chercher le plus petit de ces écarts et je vais l'annuler. Lorsque vous annulez le plus petit de ces écarts, vous trouvez la valeur qu'il faut donner à delta pour que le simplex L touche la contrainte bleue, la contrainte supérieure explicite, qui est la plus proche de lui. Et ce plus petit écart que vous avez obtenu, delta, est égal à min de delta J divisé par Q-1. À partir de là, nous utilisons encore une fois la matrice que l'on a déjà vue, en remplaçant le plus petit, la valeur de delta qu'il faut donner par min de delta J divisé par Q-1, et donc voilà comment s'écrit la matrice des sommets, matrice à partir de laquelle vous allez pouvoir calculer tous les autres mélanges. Alors on va mettre ça en œuvre au travers de deux exemples illustratifs à partir de trois constituants. Premier exemple, voilà un mélange de référence, 30% pour le constituant 1, 40% pour le constituant 2 et 30% pour le constituant 3, et les experts ont autorisé des variations de plus ou moins 20% pour les constituants 1 et 3, et une variation de plus ou moins 30% pour le constituant 2, ce qui permet de définir très simplement les valeurs des contraintes individuelles inférieures et supérieures explicites.
Ces contraintes représentées par des traits rouges et des traits bleus dans le plan de la figure définissent un polyèdre convexe et on va chercher à construire le plus grand simplex centré sur le mélange de références qui tiennent à l'intérieur de ce polyèdre convexe. C'est celui que vous voyez là. Quels sont les bords les plus proches? Les bords les plus proches, c'est la frontière U1 égale 50% et la frontière U3 égale 50%. C'est-à-dire que j'ai isolé la plus petite valeur ou les plus petites valeurs de delta J. Et par voie de conséquence, je peux calculer la valeur petit delta qui va me servir à construire le simplex vert. Petit delta, c'est le recul que vous pouvez opérer par rapport au mélange de référence pour définir des contraintes individuelles inférieures implicites, L, J étoile, et cette valeur de delta, eh bien c'est min de delta J, donc ici 0,2 divisé par Q-1, Q étant égal à 3, 3 moins 1 ça fait 2, 0,2 divisé par 2 ça fait 0,10. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, pour construire le simplex vert, eh bien, partant du mélange de référence, définir trois contraintes, 30% moins 10% égale 20%, 40% moins 10% égale 30%, et enfin 30% moins 10% égale 20%. C'est ce que vous voyez sur cet écran. À partir du moment où on connaît les valeurs L1 étoile, L2 étoile et L3 étoile, bien, on remplace dans la matrice générique que nous venons de définir les valeurs de LJ étoile par 0,2, 0,3, 0,2. La valeur de Q est égale à 3, la valeur de min de delta J, nous l'avons vu tout à l'heure, et donc on peut tout de suite calculer les coordonnées des sommets, c'est ce que vous voyez ici, 50, 30 et 20, 20, 60, 20%, et pour le sommet 3, 20, 30 et 50. Naturellement, ces sommets vont vous permettre de définir un maillage plus important du domaine, avec des calculs de moyenne, par exemple, ou des divisions de hauteur, et les mélanges réalisés pour ce maillage conduiront, on l'espère, à un modèle que vous pourrez représenter et interpréter. Voyons voir maintenant une deuxième application. Donc voilà un mélange de référence, 30% du constituant 1, 30% du constituant 2 et 40% du constituant 3, et les experts autorisent la même plage de variation, quel que soit le constituant, cette plage étant de plus ou moins 20%. Par voie de conséquence, on a un polyèdre convexe qui présente ici 6 sommets, et naturellement, la distance est la même quelle que soit la direction, c'est-à-dire que min de SJ est égal à 20%. Par voie de conséquence, le plus petit écart que l'on peut faire en reculant par rapport au mélange de référence, bien c'est 20% divisé par 3 moins 1, 3 moins 1, 2, 20% divisé par 2, ça fait 10%. Et donc je vais soustraire 10% à chacune des proportions des constituants au mélange de référence pour définir, vous le voyez ici, les contraintes individuelles inférieures implicites. Ce sont ces contraintes matérialisées par des traits rouges en pointillés dans le plan de la figure qui me permettent, grâce à leurs intersections, de calculer les coordonnées des sommets. Pour ça, on a vu une formule générique, il suffit de remplacer LJ par ces valeurs, Q par 3, min de delta J sur Q-1 par 0,10 pour trouver les coordonnées des sommets. Par exemple, pour le sommet 1, la proportion du constituant 1 eh bien, est égale à 3 fois 0,10, 3 fois 0,10 ça fait 0,3, plus L1 étoile, 0,2, 0,3 plus 0,2 ça fait 0,5, L2 étoile et L3 étoile, il suffit de recopier le résultat du calcul précédent, et de la même façon vous pouvez trouver les coordonnées des sommets 2, des sommets 3 et des Q sommets si vous êtes en présence de Q constituants. Donc nous voilà maintenant armés d'un nouvel outil qui permet d'inscrire dans un polyèdre convexe défini à partir de variations symétriques par rapport à un mélange de référence, eh bien le plus grand simplex qui rentre intégralement dans ce polyèdre convexe. Et donc on arrive à la conclusion de ce chapitre, qui n'est pas un chapitre à proprement parler de construction
de plans de mélange. Nous en avons vu sur les simplex centroïdes, sur les simplex lattices, sur les plans D optimaux, sur l'approche de McLean-Anderson, sur l'approche distance-based design. Non, c'est un chapitre qui est purement géométrique, qui va aider des expérimentateurs qui voudraient absolument utiliser la méthode du simplex centroïde ou la méthode dite du simplex lattice, ou une autre méthode dont on va parler en conclusion, pour explorer un voisinage d'un mélange de références, en espérant que la solution à leur problème se trouve dans ce voisinage. Et ils ont retenu une géométrie de ce voisinage sous forme de simplex. Nous avons appris dans un premier temps à construire le plus grand simplex autour d'un mélange de références. Nous avons ensuite pris en compte la présence de contraintes inférieures individuelles explicites. N'oubliez pas que dans un problème d'optimisation, les constituants ayant été choisis, il ne faut plus chercher à répondre à la question « doit-on supprimer un des constituants que l'on a choisi ?» C'est pour ça que l'on impose des contraintes inférieures individuelles explicites et que, autour d'un mélange de références, on va construire un simplex de même orientation que le simplex initial et qui s'accommode de la valeur de ces contraintes explicites. On a vu enfin, c'est ce que nous avons vu juste avant, la prise en compte de contraintes bilatérales symétriques par rapport à un mélange de références qui génère un polyèdre convexe, et on a vu comment construire un simplex à l'intérieur de ce polyèdre convexe tout en respectant les contraintes exprimées par les expérimentateurs. Alors pourquoi chercher à construire des simplex autour d'un mélange de références? Bien parce que en 1958, à une époque où les ordinateurs n'étaient pas développés et accessibles forcément aux expérimentateurs, Henri Scheffé avait proposé une méthode de maillage très pragmatique parce qu'elle permet, rappelez-vous, de calculer les coefficients des modèles polynomiaux mis sous forme canonique directement à la main. Et je vous rappelle d'une part en bas à gauche la formule de la forme canonique d'un modèle de degré 3. On a des termes de degré 1, des termes de degré 2, des termes de degré 3. Et je vous rappelle à droite le coût d'estimation de cette forme canonique en tant que mélange, dont vous pouvez voir dans le plan de la figure que cette disposition de type simplex lattice design est on ne peut plus uniforme, puisqu'on a découpé le simplex en petits simplex réguliers. Malheureusement, le nombre d'expériences à faire, vous voyez que il va croître très vite en fonction du nombre de constituants. Faisons déjà une application avec 3 constituants. 3 et 2 font 5. 3 et 1 font 4, 3 fois 4, 12, 12 fois 5, 60, 60 divisé par 6, ça fait 10. Ce sont les 10 mélanges que vous voyez dans le plan de la figure représentés par des points rouges. Imaginez maintenant que vous ayez un peu plus de constituants, par exemple 5 constituants. Quand vous appliquez la formule avec 5 constituants, vous allez devoir faire 35 mélanges, ce qui peut commencer à représenter une limite. 6 constituants, 6 constituants, vous allez avoir 6 plus 1, 7, 7 fois 6 plus 2, 8, 56 mélanges à réaliser, et ce qui fait souvent envisager d'autres stratégies. Mais en présence de 3, 4, 5 constituants, cette stratégie rassurante parce que le domaine a une géométrie simple, le maillage est on ne peut plus uniforme, cette stratégie pourra s'appliquer. Cette stratégie, elle possède, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, un inconvénient, c'est qu'elle dispose de la majorité des mélanges aux frontières du domaine. C'est ce que vous voyez là, sur 10 mélanges, 9 d'entre eux se situent au voisinage de ce domaine, sur la limite verte, et on aimerait peut-être densifier un petit peu le nombre d'expériences près du mélange de référence. Pour ça qu'en 1963, Henri Scheffé a proposé une méthode alternative qui s'appelle Simplex Centroid Design. Pourquoi? Parce qu'elle consiste à faire les centres de tous les sous-espaces, les sommets, les milieux d'arête, les centres de face, les centres d'hyperface et le centre du domaine. Et ceci vous conduirait à un maillage dont le coût est égal à 2 puissance Q-1.
en présence de 3 constituants, 2 puissance 3 moins 1 égale 7 mélanges. Et pour améliorer l'uniformité de ce maillage, eh bien, on a proposé aux expérimentateurs de compléter ce premier maillage par des mélanges axiaux qui sont situés à mi-distance entre le sommet et le centre, comme vous pouvez le voir, et avec un même coût expérimental de 10 expériences. Si je compare avec la planche précédente, eh bien, vous pourriez, dans ce cas-là, fabriquer, certes, la forme canonique du modèle de degré 1 et du modèle de degré 2, mais aussi eh bien, le modèle synergique dont j'ai rappelé l'expression générique à l'écran. Le coût de tout ça, ben, c'est 2 puissance q moins 1 plus q. Et ici encore, la limite, elle est à peu près voisine de 5 constituants. 2 puissance 6 constituants, pardon, 6 constituants nous amènerait à un nombre de mélange égal à 2 puissance 6, 64, 64 plus 6 ça fait 70, 70 moins 1 ça fait 69, c'est-à-dire largement au-delà de ce qu'on peut consacrer généralement comme dépense expérimentale. En présence de 5 constituants, 2 puissance 5, 32 mélanges, 32 et 5, 37, moins 1, 36 mélanges, ça reste encore du domaine acceptable. Donc les méthodes qu'on a vues dans ce chapitre sont très utiles pour des petits domaines que l'on veut conserver sous forme de simplex autour d'un mélange de référence en présence de 3, 4, 5 constituants, très rarement au-delà. Alors, il y a une autre méthode qui va être appliquée non pas quand on veut faire de l'optimisation, mais quand on est en présence de beaucoup de constituants et que l'on veut savoir, dans un premier temps, comment varie la réponse quand on s'éloigne de ce mélange de références en suivant les axes du domaine, à savoir les hauteurs du domaine. C'est ce que vous voyez représenté par des points noirs, pardon, par des axes représentés par des flèches noires. Et en 1976, Ronald Snee, avec un collaborateur, a proposé un maillage et une méthode directe, puisqu'en fait elle ne nécessite aucun calcul pour restituer l'information, une méthode d'exploration de domaines sous forme de simplex en maillant uniquement les axes de ce domaine. Puisqu'on a Q constituant, on aura Q sommé. Puisqu'on a Q constituant, on va avoir Q mélanges appelés mélanges intérieurs qui sont situés entre le centre et les sommets, et enfin on aura Q mélange situé à l'opposé des sommets, ce qui fait qu'au total cette stratégie vous coûte 3Q plus 1 mélange. Ce qui fait qu'en présence de 10 constituants, voire 12 constituants, cette stratégie expérimentale qui vise à voir uniquement le sens de variation de la réponse quand on s'éloigne suivant des directions, eh bien vous coûterez 3 fois 12, 36 et 1, 37 mélanges. C'est une stratégie qu'on a décrite dans un chapitre proche de l'estimation des effets des proportions des constituants, que l'on a illustré au travers d'études de cas. Et c'est une stratégie à laquelle il faut penser quand les logiciels n'y pensent pas, et qu'on est en présence justement d'un peu plus que 6 constituants, avant de se lancer dans de l'optimisation, essayant de voir comment varie la réponse dans les différentes directions de l'espace. Voilà, c'est une méthode directe. Dernière méthode directe sur laquelle je ne vais pas revenir très longuement, c'est la méthode d'optimisation séquentielle du simplex qui, partant d'un simplex construit autour d'un mélange de référence, va progresser séquentiellement, mélange après mélange, jusqu'à un optimum local autour duquel cette méthode va conduire la figure simplex à s'enrouler. C'est ce qui définira la définition de l'optimum. Cette méthode, là encore, est fort ancienne, ne nécessite pas de moyens de calcul autres que des outils de géométrie accessibles avec une simple machine à calculer, et c'est une méthode qui est d'autant plus intéressante qu'elle n'impose pas de définir à l'avance un voisinage des fois trop strict autour du mélange de références. Il suffit que les experts puissent dire que dans une direction donnée on est allé trop loin, mais on n'impose pas a priori de voisinage autour du mélange de références. On impose simplement un pas de départ qui est très petit et on va faire avancer la méthode soit de façon dite à pas constant comme vous le voyez à l'écran, soit avec des méthodes de modification de pas, des méthodes dites à pas variable que l'on a également décrit dans
dans un chapitre de cours. Voilà ce que l'on pouvait dire en conclusion de ce chapitre de construction de simplex autour d'un mélange de références. Et donc on arrive naturellement au dernier quiz de validation des connaissances dans cette séquence. Regrouper toutes les articulations de la démarche et des différentes approches présentées dans ce chapitre sous forme d'un logigramme. Voilà, essayer de récapituler sous forme d'un logigramme les principales formules qu'on a vues, les principales questions qu'il faut se poser et les différentes solutions qui sont accessibles depuis la définition d'un mélange de références jusqu'à la proposition d'une matrice d'expérience, soit pour faire marcher le simplex à pas constant, soit pour utiliser des méthodes directes ou indirectes, faisant appel à des simplex centroïdes, des simplex lattice, ou la méthode de screening que nous venons de rappeler. Dans chacun des cas de figure, construisez une feuille de calcul Excel interactive de telle sorte que la matrice se construise automatiquement après avoir entré d'une part le mélange de références et ses coordonnées, c'est le dénominateur commun à toutes ces approches, et ensuite les contraintes autorisées. On a vu des contraintes inférieures ou leur absence de contraintes explicites. On a vu la présence de contraintes bilatérales, SJ plus ou moins delta J, et naturellement, il va falloir transformer ces données d'entrée en une matrice de sortie, par exemple une matrice de type simplex centroïde ou simplex lattice, à partir d'une feuille de calcul Excel qui doit pouvoir s'intéresser à des mélanges à 3, 4, 5, 6 constituants ou plus. Et alors enfin, appliquez la feuille de calcul Excel que vous aurez fabriquée pour construire un plan de mélange de type simplex lattice design. Alors l'accolade 3.2 signifie que l'on est en présence de 3 constituants et que le degré de maillage est égal à 2, c'est-à-dire que pour franchir la hauteur du simplex, on va faire 2 étapes. Autour d'un mélange de références dont vous voyez les coordonnées et les utilisateurs autorisent une variation de plus ou moins 10% sur chacun des constituants. On va faire la même chose, mais pour vous rappeler ce qu'est un simplex centroïde, autour d'un autre mélange de références, où cette fois-ci, les fluctuations autorisées dépendent du constituant, plus ou moins 10% pour le constituant 1, plus ou moins 20% pour le constituant 2 et plus ou moins 15% pour le constituant 3. Et enfin, dernière question, construire un plan de mélange de type simplex screening design, ce qui vous amènera à revoir le cours dédié à cette approche, ainsi que les études de cas qui ont été aussi tournées sous forme de séquences vidéo, autour d'un mélange de références qui est le centre du domaine, 1 sur Q, 1 sur Q, 1 sur Q, 1 sur Q fois, avec une variation bilatérale de plus ou moins 1 sur 2Q, quel que soit le constituant. Si vous avez 3 constituants, le centre du domaine c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, et vous autorisez par rapport à ce centre une variation de plus ou moins 1 sixième. Si vous avez 4 constituants, le centre du domaine c'est 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, et vous autorisez par rapport à ce mélange de références une variation de plus ou moins 1 sur 2 fois 4, 8, et ainsi de suite. Et je vous invite à là aussi, fabriquer une feuille de calcul Excel qui transformera automatiquement votre problématique. Ici, la seule variable d'entrée, c'est le nombre de constituants, petit q, en matrice d'expérience de type simplex screening design, l'objectif étant, nous l'avons rappelé, d'explorer les axes du domaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce chapitre vous permettra d'adapter des plans d'expérience existants dans des domaines expérimentaux sous forme de simplex qui entoureront, qui formeront des voisinages de mélanges de références que l'on vous demandera d'améliorer. Écoutez, je vous donne un rendez-vous dans d'autres séquences de cours et dans d'autres études de cas pour réenvisager de nouvelles méthodes ou réutiliser des méthodes que nous avons déjà rencontrées. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans de nouvelles séquences de cours.